Un cartographe disparu. Un X mystérieux gravé à l'encre. Bienvenue au Conte policier. Je suis votre hôte, Elliot. J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez aujourd'hui. Lire vos commentaires rend ce mystère encore plus vivant. Commençons. C'était le genre de journée qu'on ne trouve que dans les romans anglais ou les mois de juillet les plus coopératifs. Les haies de Nether Applethwaite étaient couvertes de chèvrefeuilles et des banderoles flottaient joyeusement entre les arbres de la place du village. La fête annuelle du jardin d'été était de retour comme toujours, avec ses gâteaux au citron, ses tables de whist, ses fanfares et l'incontournable concours « Devinez le poids du panier ». À une table sous, un chapiteau rayé, Miss Jane Marple était assise avec une part de gâteau aux graines et une tasse de Darjeeling léger, observant plutôt qu'elle ne partageait. À plus de 80 ans, elle ne le précisait jamais, Miss Marple maîtrisait depuis longtemps l'art d'être discrètement ignorée, un art qui, pour les imprudents, la rendait invisible. Cette année, la fête avait une nouveauté. Tobias Highcroft, un cartographe récemment retraité et d'une renommée modeste, s'était installé à Ivy Grange au printemps dernier et, avec un esprit villageois admirable, avait fait don d'une carte au trésor illustrée à la main pour la chasse au trésor des enfants. Un homme charmant, moustache soignée, plis marqués dans son pantalon et habitude de mesurer les distances avec les yeux, même en pleine conversation. On disait qu'il avait autrefois cartographié des forêts inexplorées à Bornéo. D'autres insistèrent sur le fait qu'il n'avait travaillé que sur les horaires de train dans le Kent. Quoi qu'il en soit, il avait apporté un certain charme à Nether Applethwaite, en particulier parmi les membres de l'Institut des femmes, dont plusieurs avaient pris l'habitude de lui rendre visite avec des pots de confiture et des livraisons accidentelles de patrons de tricot. Miss Marple, pour sa part, trouvait le sourire de M. Highcroft un peu trop figé et sa politesse un peu trop rabâchée, mais elle ne dit rien. On apprend à laisser le caractère d'un homme émerger en son temps. À 4 heures, la fête battait son plein. Les enfants couraient d'un étal à l'autre avec des fragments d'indices. Les femmes de Pasteur échangèrent des reçus, pour du gin, pas pour des achats. Et la carte, délicatement ancrée et enroulée sur le panneau d'affichage du village, était devenue le sujet de bavardages admiratifs. À 4h05, un cri a traversé le bourdonnement de l'été. Il provenait du côté ouest du jardin, près des rosiers et du labyrinthe de bottes de foin, le point final de la chasse au trésor. Le cri provenait de Tommy Fletch, 8 ans, dont les doigts sales serraient non pas la clé en laiton qu'on lui avait promis de trouver, mais quelque chose de bien plus macabre, le corps d'un homme, face contre terre, dans l'herbe haute et sans, aucun doute, irrévocablement mort. La fête s'est transformée en panique, avec des gobelets qui s'entrechoquaient et des billets de tombola qui tombaient. Les enfants étaient reparqués comme des moutons, et quelqu'un s'est évanoui dans les sandwichs au concombre. Miss Marple posa sa tasse avec un léger soupir, rassembla ses gants et son sac à main, et se leva. Sans hâte ni hésitation, elle avançait, qu'avec le calme délibéré de quelqu'un qui a trop vu la vie et la mort. « Pauvre monsieur Highcroft » murmura quelqu'un, tandis que le corps était doucement roulé. Il portait encore son blazer et le chapeau de paille plutôt décontracté qu'il avait arboré à l'ouverture de la fête. Il serrait à la main un exemplaire de la carte au trésor, plié et à moitié déchiré. Miss Marple resta immobile, son regard se portant non pas sur le corps, mais sur les personnes qui avaient déjà commencé à formuler des conclusions. Il était toujours plus révélateur, elle le savait, d'observer ceux qui étaient encore en vie. C'était une étrange conséquence. Pas exactement le silence. Nether Applethwaite n'était jamais vraiment silencieux, mais le genre de murmure, gêné qui suit un événement terrible, quand on ressent encore le besoin de parler, mais qu'on ne sait plus quoi dire. Le temps que le corps soit recouvert d'une couverture de pique-nique empruntée à la hâte au stand des écuyers, la fête s'était effondrée en un groupe inconfortable, de villageois chuchotants et de tasses de thé à moitié vides. L'agent Rowntree,
sérieux et aux oreilles rouges, était arrivé de Much Renley, haletant et brandissant un bloc-notes bien trop petit pour l'ampleur du scandale qu'il s'apprêtait à contenir. Miss Marple se tenait à côté de Madame Lavinia Hartwood, présidente du Women's Institute et crieuse publique officieuse, qui commençait déjà à rassembler un récit. Eh bien, il était. Un mystère, n'est-ce pas, dit Lavinia, en s'essuyant les tempes avec un mouchoir bordé de dentelle. Il est arrivé ici seul, sans femme, sans enfant. Certains disaient veuf, d'autres, enfin, je ne le répéterai pas, Jane, mais tu sais comment les langues se délient. Oui, répondit Miss Marple d'un ton léger, les yeux rivés sur la carte qui flottait encore légèrement au vent. Et les langues qui s'agitent ont tendance à embrouiller les faits plutôt qu'à les trier. Lavinia renifla, ne comprenant pas vraiment, mais refusant de l'admettre. Autour d'eux, les conversations débordaient, comme une marmite laissée trop longtemps sans surveillance. Chacun avait son opinion. M. Haycroft s'était montré discret, certes, mais pas désagréable, privé, assurément. Fasciné était un mot répété plus d'une fois. Il avait refusé une deuxième portion de biscuits Victoria lors du déjeuner de la Société historique du mois précédent, et cela était désormais considéré comme un présage de mauvais augure. « J'ai dit à l'époque, » murmura George, « Wellbank, le maître de poste du village, qu'il y a quelque chose qui cloche chez un homme qui préfère les biscuits au gingembre aux génoises. C'est anormal. » D'autres se sont emparés de la chasse au trésor elle-même. Le jeune Timothy Squires, rouge et essoufflé, a affirmé avoir vu M. Haycroft se disputer avec quelqu'un près du labyrinthe 1 heure seulement avant le cri. « Une femme » a-t-il insisté, mais à force d'interrogatoire, l'identité est devenue plus floue. Peut-être Madame Denning, ou Mademoiselle Calder, ou quelqu'un en vert. Ou en marron peinte, l'agent Rowntree a tout griffonné comme s'il s'agissait d'un texte sacré, hochant la tête solennellement et promettant d'aller au fond des choses, ne vous y trompez pas. Miss Marple, quant à elle, écoutait non seulement ce qui se disait, mais aussi la manière dont cela se disait, et plus encore ce qui restait non dit. Certains noms étaient mentionnés trop facilement, d'autres pas du tout. Elle remarqua que Madame Enid Denning, d'habitude la première à s'impliquer dans les drames, était remarquablement pâle et silencieuse. Fixant ses mains gantées comme si elle lui était étrangère, Miss Marple s'approcha d'elle doucement. « Une affaire épouvantable, » murmura-t-elle. « Vous connaissiez bien M. Haycroft, n'est-ce pas, Enid ?» Madame Denning sursauta. « Non, enfin, pas vraiment. Enfin, on discutait de temps en temps. Il était très, très poli. » Sa voix tremblait légèrement. « J'en suis sûre, » dit gentiment Miss Marple. « C'est quand même un choc de voir quelque chose comme ça. Juste au bout du labyrinthe, non ?»« Oui, » dit Enid un peu trop vite. « Tommy l'ait trouvé. Pauvre garçon. J'étais juste à la buvette quand je l'ai entendu crier. Je n'ai rien vu. Je n'étais pas à proximité. » Elle se retourna brusquement et s'éloigna vers le cimetière, les épaules rentrées. Miss Marple la regarda partir, pensive. Derrière elle, Lavinia avait rejoint un nouveau groupe de commères, encerclant désormais la femme du pasteur, qui avait découvert, prétendait-elle, une empreinte de bottes éraflées près de la haie. Certainement celle d'un homme, mais pas celle de M. Haycroft, déclara-t-elle, comme si elle avait travaillé sur des scènes de crime toute sa vie. Le soir venu, la fête était terminée. Les stands furent démontés au milieu de regards gênés et de murmures laconiques, et les banderoles retirées avec la même solennité qu'un drapeau en berne. L'agent Rowntree avait recueilli les dépositions, scellé le labyrinthe de foin, avec un ruban rouge et blanc plus festif que médico-légal, et promis de revenir le lendemain matin avec l'inspecteur de Bracklington. Miss Marple retourna dans son cottage blanc et impeccable de Church Lane, l'esprit tranquillement actif, sous l'expression sereine qu'elle arborait comme un châle. Elle se prépara une nouvelle théière et ouvrit sa broderie, bien qu'elle n'ait guère progressé dans les deux cas. Un homme comme Tobias Haycroft n'est pas tombé mort sur la place du village sans raison, et une carte au trésor qui a mené à la mort plutôt qu'à la découverte. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un message.
2 jours plus tard, le village était déjà inondé de théories. Le boucher du coin, M. Clive Radley, déclara qu'il s'agissait clairement d'un « crime passionnel ». Un homme comme ça, célibataire et qui se balade avec tous ses dessins. Les femmes adorent le mystère. Son assistante, Peggy, 17 ans, la langue bien pendue et pas du tout impressionnée, leva les yeux au ciel et murmura à un ami que M. Radley se prenait pour un détective parce qu'il avait un jour retrouvé un couperet à viande disparu. Il y avait aussi M. Lionel Barton, un instituteur à la retraite, passionné de latin et profondément dédaigneux des étrangers. Il affirmait qu'il s'agissait d'espions étrangers. Des cartes, voyez-vous, de la cartographie, des affaires secrètes de guerre. Il est probablement tombé sur quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Personne ne le prenait au sérieux, sauf son chat. Au Plough and Lantern, autour de pintes mousseuses et d'œufs marinés, les conversations devinrent plus sinistres. Quelqu'un se souvint que M. Highcroft avait refusé de faire un don pour la restauration du terrain de cricket. Un autre se souvint qu'il avait un jour empêché un groupe d'enfants de jouer près d'Ivy Grange, invoquant des affaires privées. La nature de ces affaires demeurait incertaine, mais la suspicion n'avait jamais besoin d'être clarifiée pour grandir. Dans tout ce bruit, Miss Marple a fait ce qu'elle faisait toujours. Elle a écouté. Elle se rendit au presbytère, soi-disant pour prêter un livre de jardinage au révérend Hill, et repartit avec un curieux commentaire de sa femme. Tobias est venu prendre le thé une fois. Bizarre. Il semblait très intéressé par l'agencement du village. Il posait beaucoup trop de questions, en fait, sur les limites de propriété et les vieux chemins, comme un homme en quête de quelque chose. Elle a appelé les jumeaux Squires pour déposer un panier de groseilles à maquereau et est repartie, avec une description enfantine du X sur la carte au trésor, placée, curieusement, près d'un vieux hangar à outils qui n'avait pas été ouvert depuis des années. Elle fit même sa promenade habituelle du mardi devant Ivy Grange, dont les volets étaient restés clos. Aucun proche n'avait encore été retrouvé. Mais Miss Marple remarqua le portail légèrement entr'ouverte, le parterre de fleurs aplati et la faible trace de pas de bottes qui menait non pas à la sortie, mais à l'intérieur. Elle s'arrêta, là pendant plusieurs minutes, n'attirant pas l'attention sur elle, apparaissant comme une simple femme âgée admirant les digitales. Ce n'est qu'à son retour à la maison qu'elle s'autorisa un léger froncement de sourcils. Quelqu'un à Nether, Appleswaite voulait beaucoup, M. Highcroft passe pour, atteindre son X, et quelqu'un d'autre, ou peut-être la même personne, poussait maintenant très prudemment le village à oublier la seule question qui comptait vraiment. Que cherchait-il exactement? Le matin de l'enquête s'annonça gris et proche, dans un silence haletant qui laissait les efflasques et les oiseaux apaisés. Miss Marple, levée tôt comme toujours, sentit la lourdeur de l'air comme une pression derrière ses yeux. Quelque chose allait arriver, mais elle ne pouvait encore dire si un orage ou la vérité. L'enquête, menée dans la salle des fêtes sous le portrait délavé de la reine Victoria, fut brève. Le coroner de Bracklington conclut que la cause du décès était un traumatisme contondant à l'arrière du crâne, probablement infligé avec un objet lourd et rond, une pierre ou quelque chose de similaire, dit-il vaguement, comme si la simple notion de violence heurtait sa sensibilité professionnelle. L'heure du décès fut estimée entre 15h15 et 15h45. La chasse au trésor avait commencé à 15h. Les enfants s'étaient rapidement dispersés avec leurs fiches. M. Haycroft, selon la plupart des souvenirs, avait été vu pour la dernière fois souriant et bavardant près du stand de limonade, consultant un petit bloc-notes et désignant vaguement le labyrinthe de bottes de foin. Un verdict de homicide involontaire par personne ou personne inconnue fut rendu avec une efficacité solennelle, et les débats officiels furent ainsi clos. Mais la véritable enquête, du moins dans l'esprit de Nether Applethwaite, ne faisait que commencer. L'inspecteur Darnley, dépêché de Bracklington, prit alors les choses en main. Un homme svelte, un presse-papiers à la main, et l'attitude
calme et posée de quelqu'un qui avait appris depuis longtemps que l'on en dit plus lorsqu'on est autorisé à divaguer. Après l'enquête, il interrogea les villageois dans le cimetière, posant des questions superficielles sur les habitudes de Haycroft, ses connaissances et ses récents visiteurs. La plupart n'ajoutèrent rien à ce qu'ils avaient déjà dit à Rowntree, mais Darnley écouta tout de même. Miss Marple, assise un peu à l'écart sous le hêtre pourpre, sirotait une tasse de thé tiède dans un thermos et observait l'inspecteur avec une approbation modérée. Il était méthodique et patient, deux qualités qu'elle appréciait, mais elle soupçonnait son attention de trop se focaliser sur celui qui avait vu quelque chose, plutôt que qui avait s'est comporté et bizarrement. Et le meurtre, disait-elle, toujours, était rarement une question de fait, mais de personne. Après les formalités, elle rentra lentement chez elle, s'arrêtant sur la place du village. Le labyrinthe de bottes de foin était toujours fermé, la paille devenant humide sur les bords. Elle s'attarda sur le panneau de chasse au trésor, toujours fixé à son poteau, dont les bords flottaient comme un oiseau blessé. Trouvez le trésor, pouvait-on lire en lettres joyeuses. Suivez la carte et percez le mystère de Nether Applethwaite. Elle fronça légèrement les sourcils. Découvrir le mystère, en effet. De retour au chalet, elle ouvrit son carnet. Non, pas pour noter des preuves, mais pour consigner ses réflexions. Elle y inscrivit une colonne de noms. Madame Denning, Mademoiselle Calder, Monsieur Wellbank, Timothy Squires, et provisoirement, Peggy chez le boucher chacun avait montré des signes légers, d'inconfort, d'hésitation ou de troubles de la mémoire. Mais c'était Madame Denning qui la préoccupait le plus. Cet après-midi-là, Miss Marple décida de rendre visite. Ivy Grange était fermée à clé depuis la mort de Haycroft. Mais la clé, comme l'avait informé le notaire du village, M. Lestrange, avait été remise au conseil paroissial jusqu'à ce que les proches soient retrouvés. Mademoiselle Marple, qui avait présidé le sous-comité du concours de fleurs du conseil pendant 12 années consécutives, n'eut aucun mal à obtenir un accès temporaire pour surveiller le jardin, comme elle l'expliqua à la jeune fille du bureau du conseil, qui le lui remit sans hésiter. Elle visitait la maison seule, portant un panier de boutures de roses dans une main et une truelle dans l'autre, afin de paraître convenablement domestique si quelqu'un l'observait. La maison était exactement telle que Haycroft l'avait laissée, ordonnée, minimaliste, mais pas froide. Des cartes étaient accrochées au mur, punaisées ou encadrées, certaines locales, d'autres fantastiques. L'une d'elles, remarqua-t-elle avec intérêt, était un plan détaillé de Nether Applethwaite, tel qu'il aurait pu être en 1814, avec des notes de la petite écriture précise de Haycroft. Il faisait des recherches. Il ne dessinait pas seulement pour s'amuser. Sur la table de la cuisine se trouvait un livre, Manoir perdu du West Hampshire. Sa tranche s'ouvrit sur un chapitre intitulé « La chute du manoir de Langstone ». Miss Marple émit un léger bruit de gorge. Le manoir de Langstone se trouvait autrefois juste à l'extérieur des limites du village, incendié en 1899 dans des circonstances suspectes. Selon les rumeurs, certains croyaient qu'un trésor avait été caché dans ces caves, mais on le traitait toujours de roman fantastique, une histoire pour enfants et adultes blasés. Elle tourna les pages délicatement. Des notes étaient inscrites au crayon dans les marges. Vieux puits, pouvait-on lire, ruine d'une chapelle enterrée, et enfin, entourée 2 fois, remise à outils. Les lèvres de Miss Marple se pincèrent légèrement. Il était temps de rendre visite à quelqu'un qui connaissait bien ce hangar, M. George Wellbank, le maître de poste, avait passé 30 ans à distribuer le courrier à Nether Applethwaite. Qu'il s'agisse d'un colis oublié, d'une carte d'anniversaire non récupérée ou d'un mot d'amour chargé de ragots, il s'en occupait. Miss Marple le trouva dans la salle de tri, en train de relier des paquets avec son efficacité bourrue habituelle. « Jane » dit-il, surpris mais pas mécontent. « Qu'est-ce qui vous amène ici? Nous n'avons pas de colis pour vous, à moins que vous n'ayez recommencé à commander des livres par la poste. »« Pas cette fois, dit-elle en souriant.
Je suis venu me renseigner sur un abri de jardin. Il cligna des yeux. Un hangar? Oui, celle près de la haie ouest, près de la limite du green. Je crois qu'elle appartenait autrefois au manoir de Langston avant que les limites ne changent. Wellbank se gratta la joue. Bizarre petite chose. Elle est fermée à clé depuis que je vis ici. Personne ne l'utilise depuis... Oh, je ne sais pas. Avant la guerre. On a toujours pensé qu'elle était vide, pleine de toiles d'araignée et de râteaux cassés. Je me demande si M. Highcroft pensait autrement. Il hésita. Il m'en a parlé une fois, à bien y penser. Il voulait savoir si quelqu'un avait la clé. Je lui ai dit que je ne le savais pas, mais que la municipalité le savait probablement. Pourquoi? Oh, juste par curiosité. Elle sourit à nouveau, aussi douce que toujours. Mais dans son esprit, le mystère commençait à se dessiner. Tobias Highcroft n'était pas simplement venu à Nether Applethwaite pour une retraite tranquille. Il était venu en quête de quelque chose de caché, peut-être oublié, enfoui sous les rumeurs et le lierre. Et quelqu'un d'autre dans le village le savait. Quelqu'un qui l'avait suivi ce jour-là dans le labyrinthe. Quelqu'un qui l'avait vu dévoiler l'indice final, et il a été frappé avant même d'avoir pu creuser. Ce soir-là, Miss Marple retourna à son cottage, où une lettre l'attendait. L'enveloppe était épaisse, l'écriture inconnue. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de parchemin, une copie de la carte au trésor, identique à celle affichée lors de la fête. Mais cette version n'avait pas de X, juste un joli cercle d'encre autour du hangar et une phrase en dessous. Il a trouvé plus que ce qu'il avait espéré. Miss Marple posa la lettre, les yeux légèrement plissés. Quelqu'un jouait à un jeu dangereux. Mais ils avaient commis une erreur critique. Ils avaient supposé que Jane Marple ne savait pas lire les cartes. Le lendemain matin, l'agent Rowntree s'est présenté à la porte de Miss Marple avec un sourire nerveux et un presse-papier qui semblait bien trop officiel pour ses fonctions habituelles. « Bonjour, Miss Marple. Désolé de vous déranger, mais l'inspecteur Darnley m'a demandé de prendre des nouvelles. Ce sont des questions de routine, vous comprenez. »« Bien sûr, mon cher, » répondit-elle, en l'accueillant avec une chaleur indéfectible. « Prends un biscuit. Ils sont aux noix et au gingembre. » Rowntree était assise sagement au bord de son fauteuil fleuri, sans toucher à son biscuit. « C'est juste que, on a relu les témoignages. On essaie de retracer la chronologie. Certains récits ne collent pas vraiment. »« Comme c'est inhabituel, » murmura-t-elle en croisant les mains sur ses genoux. « En effet, » dit-il en ajustant sa cravate, « une personne en particulier, Madame Denning. »« Ah, tu l'as vue à la fête ?»« Je l'ai fait. »« Et diriez-vous qu'elle semblait elle-même ?» Miss Marple sourit avec un léger haussement d'épaule. Elle ne semblait absolument pas elle-même. C'est précisément ce qui a attiré mon attention. Rowntree rougit et griffonna quelque chose. Elle a prétendu être à la buvette au moment du meurtre, mais nous avons parlé à Madame Hartwood, qui était là presque tout le temps, et elle ne se souvient pas l'avoir vue. Eh bien, l'attente de rafraîchissement était très animée, expliqua Miss Marple, mais pas au point de ne pas remarquer Enid Denning, je crois. Elle a une voix assez prononcée, on dirait un râteau de jardin sur du gravier. Rowntree eut un petit rire surpris, puis s'éclaircit la gorge. Nous lui avons demandé de venir au poste pour discuter. C'est une décision sage. Qu'a-t-elle déclaré? Après son départ, Miss Marple regarda pensivement la boîte de biscuits non ouverte. La dame Denning avait certainement un mobile. Elle avait porté un intérêt inhabituel à M. Highcroft dès son arrivée à Nether Applethwaite. Rien de flagrant, remarquez. Juste une présence constante. Elle lui proposait des pâtisseries, lui suggérait des visites du village, s'asseyait à ses côtés à chaque réception publique. Veuve depuis 5 ans. On l'entendait souvent dire que la compagnie était un baume pour les cœurs solitaires, mais Miss Marple l'avait toujours trouvée un peu trop empressée. Il y avait une certaine possessivité dans son ton lorsqu'elle parlait de Highcroft.
comme si elle exerçait une imperceptible revendication sur lui. Le genre de femme, pensa Miss Marple, qui prenait politesse pour affection. Et Haycroft, bien que charmant, ne semblait pas enclin à lui rendre son attention. En fait, Miss Marple repensa au déjeuner de la Garden Society en juin. Il avait semblé vraiment mal à l'aise lorsque Madame Denning avait posé une main sur son avant-bras en lui passant les scones. Un ego blessé peut se transformer en de nombreuses choses. Mais il y avait d'autres personnes qui auraient pu avoir des raisons de penser que Tobias Haycroft était mort. Cet après-midi-là, Miss Marple se rendit chez le boucher. Peggy, toujours vive et enjouée, l'accueillit derrière le comptoir. « Bonjour, Miss Marple. Que puis-je vous servir aujourd'hui? »« Juste quelques côtelettes d'agneau, ma chérie. Et peut-être un peu de conversation, si tu as un moment. » Peggy sourit. « Si c'est à propos du meurtre, dépêchez-vous. Monsieur Radley va revenir du déjeuner d'une seconde à l'autre. » Miss Marple s'appuya légèrement contre la vitre. « Je me demandais, Peggy, tu as dit quelque chose d'étrange l'autre jour, que Monsieur Haycroft s'était disputé avec quelqu'un. »« Oh, je ne l'ai pas vu moi-même, » dit-elle rapidement. « Timothy Squires me l'a dit. Il a dit avoir vu Monsieur Haycroft parler à quelqu'un dans le labyrinthe. Il n'a pas pu voir qui, mais ça avait l'air animé. Timothée a-t-il dit quelque chose à propos de ce qu'il a entendu? » Peggy hésita. « Il a dit que c'était une femme. Il a juré l'avoir entendu dire « Tu m'as promis d'en faire partie. » Il était. Les yeux de Miss Marple s'écarquillèrent légèrement. « Je vois, c'est utile. » À ce moment-là, M. Radley fit irruption par la porte de derrière, le tablier saupoudré de farine et le visage rouge. « Peggy, tu as encore laissé la balance allumée. Cette batterie coûte cher, tu sais. » Peggy murmura un rapide « Désolé » à Miss Marple, qui prit son paquet d'agneaux et partit avec un discret « Merci, ma chère. »« En partie » murmura-t-elle en marchant. Cela suggérait une conspiration, ou du moins une attente, quelqu'un qui croyait avoir un dû, et cela lui a fait penser à la carte. Elle arriva chez les Squires juste avant le thé. Madame Squires, perpétuellement épuisée, ouvrit la porte avec une traînée de farine sur le nez. « Oh, Miss Marple, nous allions justement nous asseoir. Je ne resterai pas longtemps, je voulais juste parler à Timothy. » Le garçon apparut derrière sa mère, méfiant et couvert de confiture. « Ce n'est pas à cause de la grenouille ici. »« Pas aujourd'hui, » dit-elle avec un sourire. Elle s'accroupit à sa hauteur. « Timothy, quand tu as dit avoir vu M. Haycroft se disputer avec quelqu'un, te souviens-tu de la couleur des chaussures de la dame ?» Il fronça les sourcils. « Brun, comme le chien de M. Collier. »« Mon Dieu, » dit-elle doucement. « C'est très intelligent de ta part. » Elle se leva, les remercia tous les deux, et descendit l'allée du jardin, l'air crispé. Chaussures marron. Mademoiselle Calder portait du marron ce jour-là. Tout le monde s'en souvenait, car elle avait trébuché sur la guirlande près du présentoir, à gâteau, et son talon éraflé avait fait grand bruit. Mademoiselle Béatrice Calder, 40 ans, célibataire, l'œil vif et une figure emblématique de la société historique. Elle avait autrefois écrit une série d'essais mal reçus sur les voies romaines et nourrissait une aversion particulière pour tout ce qui était considéré comme frivole. Pourtant, elle semblait étrangement intéressée par M. Haycroft. Mademoiselle Marple les avait vus plus d'une fois se plonger dans des cartes à la bibliothèque de l'église. Peut-être s'était-elle imaginée co-chercheuse ou collaboratrice. Peut-être plus. Haycroft lui avait-il promis quelque chose, une part dans une découverte, son nom sur un papier, une chance de valider ses théories. S'il avait pris son travail et l'avait laissé en dehors des conclusions, eh bien, l'orgueil était une chose dangereuse. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur le village, Miss Marple retourna dans son jardin. Elle coupa les fleurs, fanait de ses rosiers avec une aisance experte, tandis que son esprit disposait les suspects comme des pièces sur un échiquier. Dame Denning a rejeté l'affection et la jalousie. Mademoiselle Calder, ambition intellectuelle et orgueil blessé. Lise.
2 femmes se trouvaient près du labyrinthe. Toutes 2 avaient des liens avec Highcroft, et toutes 2 auraient pu vraisemblablement l'attirer jusqu'au point final de la carte. Et pourtant, quelque chose n'allait toujours pas. Miss Marple fouilla dans son tablier et en sortit la copie de la carte au trésor qu'elle avait reçue par la poste. Elle la posa sur le banc du jardin et contempla à nouveau le cercle bien net qui entourait le cabanon. Pourquoi quelqu'un lui enverrait-il cela? Un avertissement? Une menace? Ou peut-être une distraction? Non, c'était un test. Quelqu'un l'observait. Il essayait de voir si elle remarquerait ce qu'ils avaient oublié, ou peut-être d'évaluer sa proximité. Elle jeta un coup d'œil vers Ivy Grange. Ses fenêtres étaient sombres. Puis elle l'entendit. Un léger bruit métallique choquait depuis l'arrière de la propriété. Elle s'est dirigée prudemment vers sa haie. Une ombre se déplaçait derrière le hangar. Une silhouette accroupie. Et puis c'est parti. Elle resta un moment immobile, laissant le silence s'installer à nouveau. Il y avait encore quelque chose dans ce hangar. Quelque chose que M. Highcroft avait trouvé. Quelque chose pour lequel il vaut la peine de tuer. Et le tueur, semblait-il, n'avait pas encore fini. Il était bien passé minuit lorsque Miss Marple enfila ses chaussures de jardinage à semelles souples et décrocha sa lanterne de la patère de la cuisine. La pluie avait commencé à crépiter doucement sur les vitres de son salon, et la brume qui s'abattait sur la place du village donnait à Nether Applethwaite un air à moitié rêvé, tel un livre de contes qui avait tourné au vinaigre. Elle traversa son jardin avec la furtivité d'un chat et franchit le portail qui séparait sa propriété du terrain, envahi par la végétation derrière Ivy Grange. Nul besoin d'expliquer sa présence si quelqu'un la questionnait, même si elle espérait que personne ne le ferait. L'ombre qu'elle avait aperçue plus tôt derrière le hangar s'était déplacée avec précaution, avec détermination. Ce n'était pas un vagabond oisif. Le hangar lui-même était blotti au milieu des arbres, le lierre grimpant sur ses murs comme des doigts. Il penchait légèrement, comme si les années l'avaient rendu trop lourd. Miss Marple leva la lanterne et s'approcha. Le cadenas, rouillé depuis longtemps, était cassé, pas récemment, mais pas très ancien non plus. Quelqu'un était venu ici, plus d'une fois. Elle est entrée. L'odeur la frappa d'abord, de la pourriture sèche, de la vieille terre, et une infime trace métallique comme des clous rouillés ou du sang. Mais il n'y avait pas de corps, pas de spectacle macabre, seulement les restes d'outils et de matériel de jardinage, abandonnés depuis longtemps, et un trou. Au fond du hangar, les planches avaient été soulevées, révélant une terre tassée en dessous. Le trou était peu profond, pas plus large qu'une assiette, mais pas encore terminé. À côté se trouvait une bêche, moderne, à manche vert. Quelqu'un avait commencé à creuser, pas M. Highcroft. Il était méticuleux, prudent. Ce creusage était précipité, désespéré. Elle s'agenouilla prudemment et examina les bords. Quelque chose de métallique dépassait à peine du sol. Elle essuya la terre d'une main gantée, révélant ce qui ressemblait à un fragment de laiton, un vieux loquet peut-être, ou une charnière de coffre. Elle n'y a plus touché, pas encore. Au lieu de cela, elle recula, examina la pièce une fois de plus, puis, juste avant de partir, repéra quelque chose accroché à un clou, tordu près de la porte. Un fil de laine verte, elle le cueillit doucement et le retourna à la lumière de la lanterne. Vert, bien, arraché proprement, d'un manteau ou d'un cardigan. Il n'y avait qu'une seule personne portant du vert ce jour-là. Madame Denning, Miss Marple, éteignit sa lanterne et retourna à son cottage sans un bruit, son esprit explorant rapidement le motif qui se dessinait. La carte au trésor, le hangar, les fouilles, tout était lié. M. Highcroft avait trouvé quelque chose ou était sur le point d'y parvenir, et quelqu'un avait décidé qu'il ne pouvait pas le laisser finir. Mais l'indice qui lui en disait le plus n'était pas dans le hangar, c'était dans le cardigan de Madame Denning. Le lendemain matin, le village bourdonnait de nouvelles rumeurs.
L'agent Rowntree avait emmené Madame Denning pour l'interroger. Aucune inculpation n'avait été retenue, mais le sujet était au cœur des conversations dans tous les commerces et sur tous les perrons. La moitié des habitants du Wisconsin prétendaient avoir toujours. L'autre moitié insistait sur le fait que tout cela était une terrible erreur et qu'elle s'était évanouie lorsqu'on lui avait demandé si elle s'était déjà approchée du labyrinthe. De Fointe Miss Marple, cependant, ne faisait pas partie des bavards. Elle était dans les archives de l'Église. Le révérend Hill, que Dieu le bénisse, lui avait accordé l'accès avec un sourire perplexe et impoli. « Vous cherchez quelque chose en particulier, Miss Marple ?»« Oh, juste quelques vieilles. »« Légende, peut-être, dit-elle vaguement, un peu de couleur locale. La vérité était plus précise. Elle cherchait le manoir de Langstone, ou plutôt ce qui en avait survécu. Une petite section des archives paroissiales contenait des actes, des cartes et de la correspondance datant des siècles passés. Elle feuilleta les pages avec la douce révérence de quelqu'un qui feuillette les pages de ses souvenirs. Et c'était là une lettre datée de 1813. À qui cela peut concerner, il est par la présente précisé que le caveau sous la chapelle Langstone sera scellé définitivement et que son contenu, documents et plaques restera intact. La clé sera conservée sous la pierre du jardin sud et l'entrée du caveau sera dissimulée. Que chacun le sache, cet endroit n'est pas destiné aux intrus ni aux profiteurs. Aucune signature, juste une marque, un X orné. Miss Marple se hât, Gracie, le poids de la confirmation s'installant dans sa poitrine. M. Haycroft avait raison. Il n'était pas venu pour le calme et la tranquillité. Il était venu pour l'histoire, et quelqu'un l'avait tué pour garder cette histoire cachée. Ce soir-là, Miss Marple organisa un thé. C'était un repas tranquille, juste Madame Hartwood, Mademoiselle Calder, Peggy de la boucherie et le jeune Timothy Squires. Un échantillon représentatif du village, soigneusement choisi. Le menu était simple, scones au beurre, crème au citron et thé épicé. « J'ai toujours pensé, » commença Miss Marple sur le ton de la conversation, « que les cartes racontent des histoires plus clairement que les gens. Les gens sont pleins de contradictions, mais une carte vous montre tout si vous savez la lire. » Mademoiselle Calder, raide et méfiante, sirotait son thé sans répondre. Timothy se pencha en avant. « Monsieur Haycroft a-t-il trouvé un trésor, Miss Marple ?»« Oh, je soupçonne qu'il a trouvé quelque chose de très ancien. Peut-être pas de l'or, mais quelque chose qui a valu à quelqu'un de se tuer pour lui. » Silence. Puis Peggy a demandé, « Tu penses que c'était Madame Denning ?» Miss Marple sourit faiblement. « Je pense que Madame Denning voulait peut-être quelque chose que Monsieur Haycroft ne lui offrait pas. Mais je ne pense pas qu'elle l'ait tué. » La tasse de thé de Miss Calder claquait légèrement contre sa soucoupe. « En fait, » continua Miss Marple, « je pense que le tueur était bien plus préoccupé par le fait d'être exclu que d'être rejeté. Quelqu'un qui se sentait intitulé à crédit. Reconnaissance. » Elle se tourna doucement vers Mademoiselle Calder. « A-t-il promis de vous inclure dans la publication ?» Les lèvres de Miss Calder s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je crois que vous l'avez aidé dans ses recherches. Vous lui avez probablement donné l'information concernant les coffres de Langstone. Mais il ne vous a pas accrédité, n'est-ce pas? Vous avez découvert sa proximité et l'avez suivi jusqu'au hangar. Vous l'avez confronté, peut-être sans vouloir lui faire de mal. Mais la situation s'est envenimée et il utilisé. « Moi !» s'exclama Mademoiselle Calder en se levant. « Il a dit que c'était notre travail, notre découverte. Je l'ai aidé à dater les cartes. J'ai trouvé les références. Et puis j'ai vu le brouillon de l'article. Il l'avait écrit sans moi. Mon nom n'y figure nulle part. » Peggy haleta. Timothy le fixa, les yeux écarquillés. Miss Marple hocha simplement la tête. « Alors, vous l'avez suivi dans le labyrinthe, n'est-ce pas ?» Il y eut un long silence, puis Miss Calder se laissa retomber sur son siège. « Je ne voulais pas, dit-elle. Je voulais juste le forcer à écouter, mais il s'est moqué de moi.
Il a dit que personne ne me croirait si je prétendais avoir. Fais la découverte. Alors, il y avait une pierre. Je ne me souviens même pas de l'avoir ramassée. La voix de Miss Marple était très basse. Et puis vous avez mis en scène la carte que vous m'envoyiez, espérant qu'elle me mènerait sur une mauvaise voie. Mais ce faisant, vous avez révélé l'indice même qui révélerait la vérité. Une carte, ma chère, révèle toujours sa destination. Mademoiselle Calder ne parla plus. Elle pleurait simplement dans son mouchoir de lin. Plus tard dans la soirée, Miss Marple se tenait de nouveau devant le vieux hangar. L'inspecteur arriverait le lendemain matin pour superviser les fouilles. Mais pour l'instant, le silence était revenu, paisible, lourd. Elle baissa les yeux vers la charnière en laiton exposée et la terre tassée, et j'ai souri, juste un peu. Carte et meurtre, tous deux, semblait-il, nécessitaient une interprétation prudente. La confession n'avait pas encore fait la une des journaux, mais le lendemain matin, Nether-Applethwaite vibrait du sifflement sourd d'un secret sur le point d'être révélé. Le village possédait un sens instinctif du scandale. On le traitait comme n'importe quelle affaire domestique, soigneusement repassée, pliée, puis rangée dans un tiroir jusqu'au moment opportun pour le déplier à nouveau. Mademoiselle Calder avait été discrètement escortée à Bracklington par l'inspecteur Darnley juste après le lever du soleil, laissant derrière elle une maisonnette impeccablement entretenue et un article à moitié rédigé sur les outils topographiques du XVIIe siècle. Mademoiselle Marple, qui avait observé le départ derrière ses géraniums, n'a fait aucun commentaire au facteur lorsqu'il lui a remis son exemplaire. Le Times précisément 22 minutes plus tard. Comme toujours, il s'agissait de plusieurs raisons. Le meurtre avait été impulsif, certes, mais la cause profonde, l'orgueil, l'envie, l'amertume de l'effacement, était plus profonde. Pourtant, alors même que l'inspecteur Darnley classait les papiers et que le village se préparait à reprendre ses rites, Miss Marple restait inquiète. Il manquait quelque chose. La confession avait été trop spontanée, trop émotionnelle. Mademoiselle Calder avait été bouleversée, mais sans calcul. Elle avait parlé avec tristesse, mais sans clarté. Son récit de l'instant, le caillou, la dispute, le coup, était vague, trop vague au goût de Mademoiselle Marple. Et, plus important encore, il y avait la charnière en laiton. La boîte. Elle soupçonnait que ce n'était pas là l'objectif principal de Mademoiselle Calder. Elle s'était déchaînée sur le moment, mais quelqu'un d'autre avait été au courant de la boîte. Quelqu'un qui était allé au hangar point avant le meurtre, ou retourné après, pour creuser là où M. Highcroft avait marqué son dernier indice. Le malaise de Miss Marple n'était pas apaisé par le fait de savoir qui avait porté le coup fatal. C'était ce qui était enterré qui la troublait. Plus tard dans la journée, Miss Marple rendit visite à Ivy Grange avec l'inspecteur Darnley, qui s'était habitué à contre-cœur à sa présence dans les recoins les plus subtils de son enquête. « Je suppose que vous voulez voir la boîte », dit-il alors qu'ils approchaient de la remise à outils. « Nous avons sécurisé la zone. L'équipe de fouille arrive demain. »« Merci, inspecteur, » dit-elle en hochant la tête. « Ce n'est pas la boîte elle-même que je cherche, c'est ce qui l'entourait. » Preuve? Peut-être. Ou peut-être le contexte. Le hangar était inchangé, encore chargé d'une odeur d'humidité et de vieillissement, mais la terre remuée avait été délimitée par des cordons de craie et des piquets. Darnley s'agenouilla à côté, soulevant une bâche pour révéler l'objet en question. Une boîte en laiton à moitié creusée, assez grande pour contenir des papiers, de petits objets de valeur, voire des disques. Une légère crête, frottée par le temps, se dessinait sur le couvercle. « Pas de clé, » dit Darnley. « On l'ouvrira avec des gants à la gare. » Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle se dirigea vers le seuil de la remise, scrutant du regard la poussière et les recoins, puis elle se pencha et désigna le sol, juste à côté de l'encadrement de la porte, où une légère trace marquait les planches. « Quelqu'un est passé par là, » dit-elle, « récemment, de la boue sur les bottes. Mais pas à cause de la fête, il n'a pas plu ce jour-là. »
Darnley fronça les sourcils. « Tu dis que quelqu'un est revenu après le meurtre? Je crois que quelqu'un était ici avant le meurtre, inspecteur. Monsieur Hycroft a probablement découvert la cachette avant la fête. Peut-être avait-il prévu de la révéler publiquement, d'où la carte. Mais quelqu'un d'autre a vu ce qu'il avait trouvé. Mademoiselle Calder était peut-être en colère, mais elle ne l'a pas frappé pour la boîte. Elle l'a frappé par trahison. Mais la personne qui est revenue voulait ce qui était caché. » Darnley leva les yeux, le visage sombre. « Donc, il y a deux personnes impliquées. Deux motivations, corrigea doucement Miss Marple. L'une motivée par l'émotion, l'autre par le secret. » Ils quittèrent le hangar en silence, tous deux absorbés par les implications. Miss Marple feuilletait la liste de ceux qui avaient manifesté un intérêt particulier pour la carte au trésor. Ceux qui avaient des raisons de connaître le terrain, les histoires anciennes et, plus important encore, les implications juridiques des biens enfouis. Un nom a fait surface. Ce soir-là, elle rendit visite à M. Lestrange, le notaire du village. Veuf depuis 3 ans, passionné de logique et possédant un cabinet prospère, malgré la taille du village, Lestrange avait toujours semblé compétent à Miss Marple, quoique quelque peu austère. Sa maison, au-dessus du cabinet du notaire, était sobre mais meublée avec goût, avec une carafe de xérès bien en évidence près de l'âtre. Il la salua d'une petite révérence. « Mademoiselle Marple, j'allais justement profiter d'une soirée tranquille. Que me vaut ce plaisir? »« Oh, je ne vous retiendrai pas longtemps, » dit-elle en s'installant dans un fauteuil. « Juste quelques réflexions sur notre regretté Monsieur Hycroft. » Lestrange versa 2 verres de sherry et lui en tendit un, les sourcils légèrement haussés. Une affaire tragique. En effet, je me suis demandé ce qu'il en était de ces affaires. A-t-il fait un testament? Un bien provisoire, oui, répondit Lestrange d'une voix douce. Rien de particulièrement précis. Sa succession devait être partagée entre 2 nièces du Suffolk. La maison n'était pas encore passée. Du statut de location à celui de propriété. Aucune mention de découverte, de trouvailles historiques, de revendication de propriété. Lestrange hésita une seconde. Aucun, à ma connaissance. Miss Marple prit une gorgée, mesurée de sherry. Curieux. Car d'après les registres paroissiaux, le terrain où se trouve le hangar, autrefois propriété du manoir de Langstone, n'est techniquement pas une terre commune, mais détenue en fiducie en vertu d'anciennes clauses de gérance. Tout objet de valeur légale découvert devrait être évalué avant d'être revendiqué, bien sûr. Peut-être même vendu aux enchères dans le cadre du régime des biens historiques du comté. L'expression de Lestrange était polie, indéchiffrable. Oui, ce serait la procédure standard. Je suppose, continua Miss Marple, comme si elle réfléchissait pour elle-même, si quelqu'un connaissait une telle clause et souhaitait, discrètement, s'approprier un objet de valeur, ce serait plus simple si personne d'autre n'en était jamais au courant. Un temps de silence. Lestrange posa son verre. « Mademoiselle Marple, dit-il, suggérez-vous que j'ai quelque chose à voir avec la mort de M. Hycroft? Oh non, pas du tout. Je suggère que c'est Mademoiselle Calder qui a porté le coup, j'en suis sûr. Mais je suis suggérant que quelqu'un, après la découverte du corps, a tenté de récupérer la boîte. Peut-être est-il revenu sur les lieux dans l'obscurité. Peut-être a-t-il même forcé la serrure plus tard, parce qu'il savait ce qu'elle valait. Le sourire de Lestrange était maintenant fragile. Je vois. Et que comptez-vous faire de cette théorie? Ça, je suis bien trop vieille pour avoir des intentions, dit Miss Marple d'une voix douce. Mais l'inspecteur, je crois, en a peut-être quelques-unes. Elle se leva, laissant son verre de sherry vide à côté du sien. Bonne nuit, monsieur Lestrange. Merci pour le verre. Oh, et faites attention à la terre sur le pas de votre porte. Les pluies ont été terribles pour les bottes boueuses. Elle sortit dans la nuit sans se presser, calme. Derrière elle, la porte du notaire claqua avec un peu plus de force que nécessaire. Cette nuit-là, un agent posté devant Ivy Grange
a aperçu une silhouette se dirigeant à nouveau vers le hangar, cette fois armée d'un petit pied de biche et de gants. Il s'agissait de M. Lestrange. Il prétendait simplement vérifier une demande d'ordre juridique. L'inspecteur Darnley, de plus en plus méfiant, le fit discrètement interroger. Au matin, il avait avoué avoir découvert l'emplacement du coffre de Langstone des semaines avant la fête. Il ignorait, affirmait-il, que M. Haycroft l'avait également découvert avant de voir la carte au trésor. Il ne l'avait pas tué, insista-t-il. Il voulait simplement récupérer le coffre avant que quiconque ne puisse le réclamer. Darnley le croyait, tout comme Miss Marple. Mais le mal était fait. Le trésor était bien réel. De vieux actes de Langstone, des jetons de communion en argent et une lettre scellée datée de 1812. Une valeur historique, certes. Une valeur monétaire, moins. Mais pour M. Lestrange, le vol était une question d'héritage. Et pour Miss Calder, à propos de la reconnaissance, il s'est avéré que M. Haycroft voulait simplement laisser une dernière marque avant de prendre sa retraite. Au lieu de cela, il avait été marqué par les ambitions des autres. Le village reprit peu à peu ses esprits. Les banderoles de la fête furent rangées. Le labyrinthe de foin fut démonté. Mademoiselle Calder allait être jugée. Le permis de conduire de M. Lestrange était en cours de révision. Mais Ivy Grange était à nouveau vide. Et Miss Marple, sirotant son thé, pensait que les coins les plus calmes des villages anglais n'étaient jamais aussi calmes qu'ils le semblaient. Les gens ont enterré plus que des trésors dans un endroit comme Nether Applethwaite. Ils ont enterré leur fierté, leurs secrets, et parfois la vérité. La pluie s'était abattue sur Nether Applethwaite sous forme d'une bruine nocturne, adoucissant les massifs et ravivant le doux parfum de la terre détrempée et des pétales de rose. Un dimanche calme s'ensuivit, les cloches de l'église sonnant à travers une brume tenace accrochée aux haies. Miss Marple était assise sur son porche, un châle noué sur les épaules, et regardait le facteur passer sans son sifflet habituel. Le village était plongé dans une profonde somnolence, non pas de chagrin mais de séquelles des troubles communautaires. 2 suspects, 2 secrets, et toujours le sentiment troublant que le sol sous leurs pieds n'avait pas encore cessé de bouger. Elle remuait son thé pensivement. La boîte avait été déterrée, son contenu désormais catalogué à la gare de Bracklington. Des documents d'importance historique, dont une série d'actes fonciers scellés et un curieux traité manuscrit sur les lignes telluriques signé seulement H.C. 1809. Monsieur Haycroft, semblait-il, était tombé sur un coin caché de la tradition du village avec de réelles implications, des implications que Mademoiselle Calder et Monsieur Lestrange avaient essayé, de différentes manières, de contrôler. Et pourtant, le malaise de Miss Marple persistait. Ce n'était pas seulement dû à la dualité des motivations. C'était aussi dû au fait que la carte au trésor n'avait toujours pas été entièrement expliquée. La version utilisée lors de la fête était une copie simplifiée d'un original dessiné à la main. La copie envoyée anonymement à Miss Marple, curieusement oblitérée de Bracklington, présentait de subtiles différences. La plus flagrante, pas de X pour marquer l'endroit, juste un cercle autour du hangar. C'était un avertissement, oui, ou peut-être un défi, mais maintenant que le mystère du hangar était résolu, Miss Marple fut frappée par quelque chose d'autre. Il y avait 2 cercles sur l'original. L'encre décolorée en avait rendu une presque invisible, mais avec une loupe et une bonne lumière du jour, elle l'avait clairement vue la veille, en triant ses papiers. Une 2e marque, faible et légèrement décentrée, près d'une rangée de pommiers, à l'extrémité du terrain de la fête, près du muret de pierre où s'achevaient autrefois les jardins du manoir de Langstone. Elle plia soigneusement la carte, se leva et prit son parapluie. Lorsqu'elle y parvint, l'endroit ne ressemblait à rien d'autre qu'un creux dans l'herbe, partiellement recouvert de pommes tombées et de feuilles humides. Le verger, autrefois propriété du manoir, était désormais sauvage, les arbres noueux et chargés de fruits trop mûrs. Elle se pencha, balayant les débris avec la pointe de son parapluie,
et aperçut ce à quoi elle s'attendait à moitié. Une dalle de pierre inégale et couverte de mousse, partiellement enfoncée dans la terre. Un pas derrière elle la fit s'arrêter. « Vous partez en balade ?» demanda l'inspecteur Darnley amusé. « Oh, je viens toujours ici après la pluie, » répondit-elle sans lever les yeux. L'air est chargé d'un parfum de fruits. C'est vraiment revigorant. Il s'approcha d'elle. « Je me doutais que tu étais là. J'ai regardé cette carte toute la matinée. Tu l'as vue aussi alors ?» Il hocha la tête, les yeux fixés sur la dalle. « Il y a un document dans les archives de l'église. Une vieille pierre tombale retirée de la chapelle, de Langstone après l'incendie, déplacée mais sans indication de son emplacement. » Miss Marple sourit légèrement. « Et vous pensez que c'est peut-être ça ? Je pense que Haycroft a trouvé quelque chose d'autre. Quelque chose dont il n'a parlé à personne, pas même à mademoiselle Calder. » Ensemble, ils dégagèrent le reste de la pierre, révélant la faible gravure à sa surface. Pas de nom, pas de date, juste un autre X gravé en écriture usée par les intempéries et à peine visible. Darnley se leva. « On va avoir une équipe digne de ce nom. »« Je pense, » dit Miss Marple, « que nous pourrions trouver quelque chose de bien plus précieux que de vieux titres à cet endroit. » Elle n'a pas dit quoi. Pas encore. Mais l'intuition sur laquelle elle comptait si souvent s'accélérait. Haycroft avait joué un match plus long que quiconque ne l'avait imaginé. Plus tard dans la journée, elle a appris de la gare que mademoiselle Calder était revenue sur une partie de ses aveux. « Je l'ai frappé, dit-elle à Darnley, mais je ne l'ai pas tué. Il est tombé en avant, dit-elle d'une voix tremblante. Il s'est cogné la tête, pensai-je. Mais quand je l'ai retourné, il saignait à l'arrière du crâne. C'était incompréhensible. J'ai paniqué. J'ai cru l'avoir tué. Mais je ne l'ai pas frappé assez fort. Je jure que non. L'inspecteur Darnley avait déjà entendu des choses similaires. La culpabilité pouvait déformer la mémoire. Mais quelque chose dans sa déclaration le laissa perplexe. Miss Marple, lorsqu'on lui en a parlé, a simplement hoché la tête. La force nécessaire pour provoquer un tel traumatisme, dit-elle pensivement, aurait probablement percé la peau immédiatement. Elle dit qu'il s'est moqué d'elle, s'est détourné et a lancé la pierre. Si elle l'a frappé à l'épaule ou au cou d'un coup oblique, il est peut-être tombé en avant. Mais cela n'explique pas la blessure mortelle. Elle ne l'a peut-être pas délivrée, conclut Darnley. Tu penses qu'il y a eu une deuxième attaque? Je pense que quelqu'un l'a trouvée après. Elle, dit Miss Marple, inconsciente, peut-être hébétée et a vu une opportunité, surtout s'il avait parlé de ce qu'il avait découvert, s'il s'était confié à quelqu'un d'autre. Darnley jura doucement. Ce qui signifie que le vrai tueur n'a pas été arrêté. Non, acquiesça Miss Marple. Mais je pense qu'on trouvera leurs empreintes sur le deuxième X. 2 jours plus tard, une équipe a fouillé le site du verger. Ceux qu'ils ont découvert étaient étonnants. Enterré sous la pierre, se trouvait un puits étroit, effondré par endroits, mais menant à une alcôve en briques contenant une boîte en fer rouillée, scellée par un lourd fermoir. L'intérieur, des pièces d'or, un petit calice, une pochette en velours contenant plusieurs bagues, dont l'une portait les armoiries de la famille Langstone. Mais l'objet le plus intéressant se trouvait tout au fond. Un journal. Le parchemin à l'intérieur était fragile mais lisible. L'écriture, trop petite. Miss Marple fut invitée à l'examiner sous surveillance attentive à la gare. Le journal appartenait à Henry Langstone, dernier héritier connu avant l'incendie de 1899. Il y décrit ses craintes. Querelle familiale, trahison et décision de cacher le reste de la fortune familiale à ceux qui, selon lui, la dilapideraient. Il l'enterra près des vieux pommiers, marquant l'emplacement du X en pierre, symbole de leur blason familial. L'entrée s'est arrêtée brusquement. Il n'y avait plus de page, mais au dos de la couverture se trouvait une lettre, scellée non ouverte, adressée à celui qui a trouvé. Miss Marple le tenait dans ses mains gantées, et pour la première fois, j'ai entièrement compris Tobias Haycroft. Il ne cherchait pas seulement un trésor perdu, il espérait commencer une nouvelle histoire, une histoire qui reconnecterait le passé au présent,
L'ultime épanouissement d'un historien, une vérité enfouie mise à nu, non pour la richesse mais pour la mémoire. Il avait prévu de le révéler à la fête. Laissez les enfants suivre une carte jusqu'au d'abord d'indice, pour leur inspirer un secret inoffensif, le hangar. Mais le réel découverte, le deuxième X, devait être révélé après. Il n'a jamais eu cette chance. Quelqu'un d'autre avait suivi la carte trop attentivement. Et quand ils ont appris ce qu'il était sur le point de découvrir, ils ont fait en sorte qu'il n'atteigne jamais le deuxième X, pas Mademoiselle Calder. Elle l'avait frappé de rage, mais quelqu'un avait fait en sorte que la blessure soit mortelle. Quelqu'un qui a vu le journal. Et je savais ce que cela signifiait. Miss Marple rentra chez elle et posa à nouveau son exemplaire de la carte sur la table, 2 cercles, 2 motifs et un seul mort. Mais maintenant, elle avait un nom en tête, un élément qui n'était pas encore apparu dans aucun rapport, parce que certains secrets ne sont ni volés ni cachés. Certains sont hérités, et Miss Marple avait un plan pour découvrir la dernière couche de la vérité. Le ciel commençait à se dégager mercredi après-midi, la pluie se levant en une brume rasante qui s'accrochait aux arbres. Miss Marple, assise dans la véranda avec son tricot, ressemblait en tout point à la gentille vieille dame que le village imaginait. Ses doigts ouvraient leurs aiguilles en rangées ordonnées, mais son esprit était ailleurs, retournant les pièces du puzzle avec la précision de quelqu'un qui avait vu de nombreux masques s'envoler sous la pression. Elle avait appris que les objets retrouvés dans le second coffre, le journal, les bagues, l'or, faisaient déjà l'objet de vives discussions entre les archives du comté et le comité de préservation historique. Mais elle savait aussi que la valeur matérielle n'avait jamais été au cœur de ce crime. Il s'agissait toujours de héritage. C'est pourquoi le nom qu'elle gardait près d'elle, Iris Langstone, avait commencé à résonner plus fort que jamais, dans ses oreilles. On avait présumé que les Langstone avaient disparu. Le manoir avait été rasé. Mais les archives, notamment les anciens registres paroissiaux et les testaments paroissiaux, racontaient d'autres histoires. Il n'avait fallu qu'une heure à Miss Marple dans la sacristie du vicaire pour trouver le chaînon manquant. Henry Langstone avait un fils illégitime, né d'une domestique, non reconnue dans les registres de succession. L'enfant avait survécu, avait déménagé vers le nord et avait changé de nom. 3 générations plus tard, sa petite-fille vivait tranquillement à Nether Applethwaite. Miss Marple la connaissait depuis des années. Iris Calder, connue aujourd'hui simplement sous le nom de Mademoiselle Iris Calder, la même femme qui avait avoué dans un moment de rage et de honte avoir frappé Tobias Haycroft. Elle n'avait jamais connu toute la vérité sur sa lignée. Mais Miss Marple soupçonnait quelqu'un d'avoir, dit-elle, récemment. Quelqu'un avait remué le passé à ses propres fins, et maintenant Miss Marple était sur le point de tout remettre en question. Elle a invité Miss Calder à prendre le thé. C'était une scène aussi ordinaire que n'importe quelle. Réunion de village. Le tintement de la porcelaine, la chaleur d'un gâteau éponge tout juste sorti du four, et les 2 femmes assises l'une en face de l'autre, comme elles l'avaient fait des dizaines de fois au cours des années passées. Seulement, maintenant le courant sous-jacent était différent. « Tu as été silencieuse ces derniers jours, Iris », dit doucement Miss Marple en versant une deuxième tasse. Mademoiselle Calder était pâle, mais sereine. « Il n'y a pas grand-chose à dire, plus depuis qu'ils ont trouvé le journal. Mais tu as dû être soulagée, dit doucement Miss Marple, d'entendre que votre coup n'a pas tué M. Haycroft. » Une lueur de quelque chose, culpabilité, confusion, pinça sur ses traits. Oui, je l'étais. Mais ça ne change rien à ce que j'ai fait. Non, répondit Miss Marple d'une voix calme. Mais cela suggère que quelqu'un d'autre a terminé ce que vous aviez commencé. Mademoiselle Calder posa sa tasse. Tu penses que quelqu'un d'autre l'a tué? Je fais. Et tu penses que je sais qui? Je pense que tu devrais. Le silence s'étendit entre eux. Puis Miss Marple se pencha en avant. « Dis-moi, Iris, qui t'a parlé des Langstone ?»
Les lèvres de Miss Calder s'entr'ouvrirent, puis se pressèrent l'une contre l'autre. « Personne, dit-elle. J'ai trouvé le lien toute seule. Ce n'est pas vrai. Ce n'était pas une accusation, mais une affirmation d'une certitude tranquille. Miss Marple avait observé le changement d'attitude de Miss Calder des semaines auparavant, bien avant la fête. L'intensité avec laquelle elle s'était accrochée aux recherches de M. Haycroft, sa façon de s'attarder près d'Ivy Grange. Ce n'était pas une simple curiosité. C'était personnel, mais quelqu'un avait allumé cette allumette. « Je crois, » poursuivit Miss Marple, « que quelqu'un vous a contacté pour vous fournir des informations. Il vous a dit que vous n'étiez pas une simple note de bas de page dans ce village, mais la descendante vivante d'un nom oublié, héritier légitime peut-être. » Mademoiselle Calder détourna le regard. « Vous ne comprenez pas. Je n'ai jamais... » « Non, Iris, je comprends. Je comprends qu'on soit ignoré, qu'on ne t'écoute pas. Je comprends la douleur de savoir qu'on a raison, mais que personne ne t'écoute. » Les larmes montèrent, puis coulèrent. Mademoiselle Calder resta silencieuse. La voix de Miss Marple s'adoucit. « Il t'a manipulé, Iris. Il t'a dit que le trésor appartenait à toi. Ce Haycroft n'avait aucun droit. Il a utilisé votre fierté et votre douleur. » Les larmes coulaient plus vite maintenant. Miss Marple se leva et se dirigea vers un petit bureau. Elle ouvrit le tiroir du haut et en sortit une feuille pliée, la déposant délicatement devant Miss Calder. Une lettre, manuscrite, pas vieux. À Mademoiselle Ippa Calder, tu es le dernier de la lignée Langston. La terre, le caveau et tout ce qui a été perdu t'appartiennent. Haycroft entend bien les publier et les revendiquer. Ne le laisse pas te voler ce qui t'appartient. Il est encore temps. Un ami. Mademoiselle Calder Alta. Je l'ai trouvé. Dans les dossiers de Monsieur Lestrange, dit doucement Mademoiselle Marple. Il l'a écrit. Il l'a envoyé anonymement. Il savait exactement qui vous étiez. Il espérait que vous confronteriez Haycroft. Peut-être que vous le distrairiez, que vous le retarderiez. Mais je ne savais pas. Je vous crois, dit Miss Marple. Je crois que vous pensiez que la confrontation serait la fin de l'histoire, qu'il serait humilié ou effrayé et partirait. Mais quelqu'un d'autre l'a suivi après votre sortie du labyrinthe, et ils ont veillé à ce qu'il n'atteigne jamais le verger. Mademoiselle Calder fixa la lettre, horrifiée. Il s'est servi de moi. Oui. Elle s'arrêta. Et je pense qu'au fond, tu le savais. Ce soir-là, Miss Marple traversa la place du village au moment même où le soleil disparaissait derrière les arbres, projetant de longues ombres sur l'herbe. Elle s'arrêta devant le monument aux morts, où elle trouva l'inspecteur Darnley qui l'attendait, une enveloppe marron familière à la main. Ils ont trouvé des empreintes digitales sur la couverture du journal, dit-il doucement. Sous celle de Haycroft. Devinez à qui elles appartenaient. Chez Lestrange, dit-elle sans regarder. Il dira qu'il la manipulait après sa récupération, mais il y a aussi une empreinte de botte qui correspond à la sienne, dans le verger, juste là où la pierre a été déplacée avant les fouilles. Miss Marple hocha la tête. Il a envoyé Mademoiselle Calder à la poursuite d'Haycroft pour provoquer une scène. Il a utilisé sa lignée pour attiser le ressentiment. Elle s'est déchaînée. Puis il est intervenu pour faire taire Haycroft avant qu'il ne puisse en parler à qui que ce soit. Tout en prévoyant de récupérer lui-même le contenu du coffre, Darnley soupira. « On suppose toujours que le tueur est celui qui crie, n'est-ce pas l'homme à la mallette et au compte bien tenu. » Miss Marple sourit faiblement. « C'est le problème avec les suppositions. C'est un peu comme du vieux papier peint. On s'y habitue tellement qu'on oublie à quoi ressemblait la pièce avant. Monsieur Lestrange a été arrêté le lendemain matin. Il a tout nié, calmement, élégantement. Mais les preuves, empreintes digitales partielles, résidus de terre sur ses chaussures de marche, lettres anonymes écrites de sa main, se sont accumulées trop vite pour que même le déni le plus posé puisse tenir. Son mobile fut enfin révélé, une collection privée d'objets historiques, discrètement expertisée et assurée sous un pseudonyme.
Il espérait récupérer le coffre de Langstone et le vendre pièce par pièce, se cachant derrière le prétexte de récupérer la famille pour le compte de mademoiselle Calder. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Miss Marple soupçonnerait à la fois la vérité et performance dans la confession larmoyante de mademoiselle Calder, qu'elle envisagerait ce qui est venu après le coup fatal et qui en a bénéficié. Mademoiselle Calder, officiellement innocentée de l'accusation de meurtre, se retrouva avec le lourd fardeau de la culpabilité, mais aussi une opportunité. L'héritage de Langstone serait préservé par le comté en son nom, une lignée enfin reconnue. Elle l'accepta avec une grâce tranquille. Nether Applethwaite est lentement revenu à son rythme. Le terrain de la fête a été réensemencé, le labyrinthe n'a jamais été reconstruit. Et la carte au trésor, désormais une copie conservée dans la bibliothèque paroissiale, était montée derrière une vitre, avec une petite plaque en laiton sur laquelle on pouvait lire « À ceux qui cherchent la vérité, méfiez-vous du premier X et soyez patients pour le second. » Miss Marple, sirotant son thé du soir sous les rosiers grimpants, se disait que le mal arrive rarement avec un ricanement et une cape. Il se présente souvent sous la forme de conseils utiles, de la voix d'un ami, dans une enveloppe marquée « Réservée à vos yeux ». Il attend, silencieux et précis, le moment où la vanité se transforme en besoin, et puis avec un petit coup de pouce, mais la vérité, comme un trésor, laisse toujours une trace. Il suffit de savoir où chercher. Le ciel au-dessus de Nether Applethwaite s'était teinté d'un bleu pâle et doux, propre à un orage purificateur. La pluie avait lavé la poussière des toits, rafraîchi les haies et laissé au vert un éclat argenté. De l'extérieur, le village paraissait renouvelé, ses chaumières impeccables, le clocher de l'église ravagé par les intempéries. Pourtant, sous la surface, un tremblement persistait, un silence, comme le silence qui précède une question posée à voix haute. C'est lors de la réunion suivante du conseil paroissial, tenue dans la modeste salle en bois derrière le presbytère, que mademoiselle Marple décida de lever doucement le voile sur l'histoire, sans tambour ni trompette, sans accusation, mais avec la clarté qu'elle seule pouvait lui donner. Officiellement, l'occasion était de discuter de la réinstauration de la fête estivale l'année prochaine, compte tenu des événements tragiques survenus récemment. Mais tout le monde savait pourquoi les chaises pliantes étaient pleines et pourquoi même le vieux monsieur Barton, qui n'avait pas quitté son cottage depuis 6 mois, était assis au premier rang avec une flasque de gin à la menthe poivrée. L'inspecteur Darnley était assis au fond, carnet fermé, observant la réunion avec un léger sourire. Il avait suggéré de reporter la réunion. Quand mademoiselle Marple avait simplement dit « Oh, je pense que le moment est venu ». Madame Lavinia Hartwood se tenait au pupitre, parlant de sa voix habituelle, sèche et posée. « Nous devons, bien sûr, rendre hommage à monsieur Haycroft, qui a tant donné à notre communauté. Les enfants ont adoré la chasse au trésor jusqu'à la découverte. Mais peut-être que l'année prochaine, nous envisagerons quelque chose de plus calme. Une lecture de poésie, peut-être. » Il y eut un murmure poli. Miss Marple leva délicatement la main. « Oui, Miss Marple ?» demanda Lavinia, bien qu'une pointe d'inconfort passât sur son visage. C'était toujours le cas lorsque Jane Marple choisissait un moment public pour prendre la parole. « Je crois, dit doucement Miss Marple, qu'avant de discuter des activités de l'année prochaine, nous devrions tourner la page sur la tragédie de cette année. Nous le devons à monsieur Haycroft, n'est-ce pas ?» Le silence tomba. « Après tout, poursuivit-elle, c'est une chose qu'un homme soit frappé par la colère. C'en est une autre qu'il soit achevé par un calcul froid. » Madame Hartwood ouvrit la bouche, puis la referma. « Je parle, bien sûr, » continua Miss Marple, « de la question de comment t'aimes. Haycroft est mort. La plupart des gens pensent que mademoiselle Calder a porté le coup fatal. Ce serait bien vu. Elle a avoué, après tout. Et c'était logique, une collaboratrice méprisée à qui on a refusé tout crédit, provoquée dans une attaque impulsive. La voix de Miss Marple était calme, presque oisive, comme si elle parlait de recettes de gâteaux
plutôt que de meurtre. Mais l'autopsie a révélé quelque chose d'assez intéressant. La blessure qui l'a tué provenait d'un impact précis et dirigé à la base du crâne. Mademoiselle Calder a admis l'avoir frappé avec une pierre, certes, mais petite et lancée à la hâte. Elle n'est même pas restée assez longtemps pour vérifier s'il était vivant. Plusieurs têtes se tournèrent vers le fond de la salle, où Mademoiselle Calder était assise, impassible, vêtue de noir, les mains jointes. Elle ne broncha pas. « Non », dit Miss Marple d'une voix plus douce. « Elle ne l'a pas tué, pas vraiment. Elle a simplement planté le décor. » Un bruissement parcourut la foule. L'inspecteur Darnley n'interrompit pas la conversation. Il savait qu'il n'y avait rien à redire. Miss Marple se tourna légèrement, s'adressant désormais plus complètement à la salle. Quelqu'un d'autre est venu après. Quelqu'un qui connaissait le coffre-fort, le journal, et qui voulait que son contenu ne soit ni conservé ni partagé, mais possédé. Quelqu'un, poursuivit-elle, qui avait étudié en profondeur l'histoire juridique de Langstone, qui avait accès aux anciens registres fonciers, qui avait autrefois géré les transferts de propriété de la moitié des terres de ce village. Son regard se posa enfin sur une chaise visiblement vide au fond de la salle. Une chaise destinée à Mu Clarence Lestrange, avocat de Nether Applethwaite. « Il a manipulé Mademoiselle Calder en lui révélant sa lignée, » dit Mademoiselle Marple. Il savait que la découverte du coffre lui donnerait un rang élevé, et il pensait, à juste titre, qu'elle pourrait agir précipitamment si elle se sentait trompée ou instrumentalisée. La salle retenait son souffle. Lorsque Mademoiselle Calder s'est enfuie, il a suivi Hycroft dans le labyrinthe. Hycroft, probablement hébété ou déjà effondré, ne l'a pas vu venir. Lestrange a utilisé quelque chose de plus lourd qu'une pierre, quelque chose de lesté et direct, peut-être un maillet de géomètre. Il l'a frappé, a récupéré la carte et a laissé Mademoiselle Calder prendre la chute, et elle l'aurait fait, n'eût été un détail. Miss Marple fouilla dans son sac à main et en sortit une fine enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photographie, une empreinte de botte prise par l'équipe de l'inspecteur Darnley. Elle montrait le motif distinctif d'une chaussure Oxford faite main. « Monsieur Lestrange a visité le hangar 3 fois, dit-elle. Une fois avant la fête, une fois la nuit du meurtre, et une fois après l'arrestation de Mademoiselle Calder. Il espérait que la confusion éclaircirait la situation. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que la carte contenait un deuxième X. Quelques personnes altèrent doucement. Il avait suivi le premier cercle, le leur. Mais Hycroft avait laissé derrière lui quelque chose que seul l'œil droit pouvait voir. Le véritable caveau, sous le verger. Miss Marple tourna à nouveau son regard vers l'avant de la pièce. Je crois que M. Lestrange avait l'intention de le revendiquer au nom de Mademoiselle Calder. Il lui a même écrit anonymement, pour faire croire qu'elle avait un droité à cela, que Hycroft volait sonne. Mademoiselle Calder, pâle et abattue, baissa la tête. Il était malin, dit Miss Marple, mais pas assez. Car un meurtre comme une carte laisse toujours une trace. Et si le mauvais suspect avoue avoir franchi une ligne, le vrai tueur franchit toujours la seconde. Le silence qui suivit fut complet. Même Madame Hartwood ne parvenait pas à retrouver sa voix. Ce soir-là, Miss Marple se tenait près du portail du cimetière, regardant les derniers fidèles rentrer chez eux sous le ciel déclinant. L'inspecteur Darnley s'approcha d'elle, son manteau replié sur un bras. « Tu apprécies ces moments, n'est-ce pas ?» demanda-t-il sans accuser. « Oh non !» dit-elle en secouant la tête, « j'aime la clarté, mais pas la justice, pas toujours. C'est si rarement net. » « Tu penses qu'il a jamais aimé le village, Monsieur Lestrange ?» Elle secoua la tête. « Non, il aimait le contrôle, et les secrets. C'est ce qui a fait du village utile pour lui, mais pas aimé. » Il hocha la tête, et Mademoiselle Calder, Miss Marple sourit faiblement. « Elle en a assez souffert. La vérité a été dite. Qu'elle construise quelque chose de mieux avec ce qui reste. » Ils restèrent un moment de plus dans un silence complice. « Vous avez un don remarquable, Miss Marple, dit-il finalement. « Oh non, inspecteur,
dit-elle avec son humilité habituelle. Juste une vieille femme avec une bonne oreille et beaucoup trop de temps. Mais alors qu'elle se retournait et s'éloignait, un petit sourire apparut sur ses lèvres, parce qu'elle savait que la justice, malgré toute sa maladresse, avait finalement trouvé son chemin à travers les haies et les secrets de Nether Applethwaite. Et tout, que parfois les plus grandes vérités ne se trouvent pas dans de grands discours ou des drames judiciaires, mais dans une observation murmurée, un manteau mal boutonné, une empreinte de botte oubliée, et un deuxième. X. Un mois s'était écoulé, depuis l'ouverture du second coffre-fort et la mise en détention du dernier suspect. En tout autre lieu, un tel drame aurait pu persister dans l'air comme l'odeur de fumée après un incendie, mais Nether Applethwaite avait le don d'absorber le scandale. Le village serra les rangs, aplanit ses haies et reprit ses activités. Le pain était toujours cuit. Les chiens se promenaient encore et les ragots, bien que plus discrets désormais, continuaient de s'envoler à travers les fenêtres des cuisines, portés par la brise. Ivy Grange était à nouveau à louer. Le lierre était toujours là, mais la chaleur apportée par Tobias Haycroft avait disparu. Aucun nouveau locataire n'avait encore été trouvé. Les femmes du WI débattaient de l'opportunité d'installer un banc commémoratif sur la place du village, près de l'endroit où la chasse au trésor avait commencé. Lavinia Hartwood avait proposé d'organiser une collecte de fonds à condition que le banc porte une inscription appropriée. Pas de ces absurdités fantaisistes, dit-elle fermement. Un peu de latin, peut-être. Miss Marple, toujours gracieuse, avait suggéré quelque chose de plus simple. Il a cherché la compréhension. Il a trouvé la vérité. Le vote a été divisé et la question a été reportée au printemps. À son cottage, Miss Marple reprit ses paisibles occupations. Ses roses étaient fanées, mais les astères tardifs se portèrent bien, et elle s'était lancée dans une nouvelle broderie, un motif de nœud complexe qu'elle qualifiait de aussi satisfaisant que la toile d'un détective. Un après-midi, alors que les feuilles commençaient à dorer les haies et que la fumée de cheminée embaumait l'air, Miss Calder lui rendit visite. Elle a changé. Toujours grande et mince, sa posture avait disparu. Elle ne portait plus de noir, juste un élégant manteau de laine et une écharpe verte, peut-être une discrète réappropriation de la couleur qu'elle avait portée le jour de la fête. Miss Marple l'a accueillie avec du thé et un gâteau de madère. « Je me suis dit que je devais te remercier, » dit doucement Iris assise près du feu, « pas seulement pour avoir prouvé que je ne l'avais pas tué, mais pour m'avoir rendu un peu de moi-même. » Miss Marple sourit doucement. « Parfois, Iris, la vérité est plus dure à supporter que le mensonge. Mais il vaut mieux vivre avec la vérité que sous le poids de la version des autres. » Iris hocha la tête. « On m'a demandé de donner des conseils sur les documents Langston. La société historique souhaite les cataloguer correctement. Elle a proposé de signer le projet avec mon nom. Comme c'est approprié. J'ai failli dire non, a admis Iris. Mais ensuite j'ai pensé non, laisse-le être à moi. Laisse-le quelque chose dans tout cela, c'est à moi, honnêtement. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Je pense que M. Haycroft aurait voulu ça. » Iris resta silencieuse un instant, puis elle fouilla dans la poche de son manteau et déposa une lettre pliée sur la table d'appoint. « J'ai trouvé ça dans le journal, coincé dans une couture. Il a dû se détacher après que les archivistes l'ont manipulé. C'est adressé à celui qui a trouvé le document. Mais je pense que c'est à toi qu'il était destiné. » Miss Marple le déplia avec des doigts lents. « À celui qui voit, tu as trouvé ce que je ne pouvais pas protéger. En fin de compte, la vérité a plus de valeur que le trésor, parce qu'il ne rouille pas et ne disparaît pas dans la terre. Si vous... Lisez ceci. C'est que j'ai échoué dans une tâche, mais peut-être a-t-il réussi dans un autre domaine. Quelqu'un quelque part a compris. Merci. M. » La main de Miss Marple planait sur le parchemin, et pendant un rare instant, elle ne dit rien. Iris se leva, sentant qu'il était temps de partir. Elle ne dit plus rien avant d'atteindre la porte. « Tu crois qu'il savait ?» Que quelqu'un prévoyait de l'arrêter.
Miss Marple leva les yeux, ses yeux bleus embrumés par la réflexion. Peut-être pas complètement, mais je crois qu'il s'en doutait. Sinon, pourquoi cacher le deuxième X? Elle marqua une pause. Certains dessinent des cartes pour que d'autres les suivent, mais d'autres les dessinent pour sécuriser le chemin, jusqu'à ce que la bonne personne se présente. La fête du village ne fut plus jamais tout à fait la même. Le labyrinthe de foin fut définitivement abandonné, remplacé l'année suivante par un mât de mai et une série de tournois de croquet bien plus civilisés aux yeux de Miss Marple. La carte au trésor, autrefois destinée à un simple jeu d'enfant, fut copiée et encadrée dans la salle des fêtes, accrochée entre la photo de l'équipe de cricket et le registre historique. Plus aucun X n'y était visible, juste les tracés et les boucles soigneusement dessinées à l'encre, signés par la main précise et artistique de Tobias Haycroft. Les touristes ont commencé à affluer. Certains avaient lu des articles sur l'affaire. Dans le Télégraphe, d'autres entendirent le nom de Langstone murmurer et vinrent espérer des tunnels secrets et de l'or de pirates. Ils découvrirent à la place un verger tranquille, un banc de pierre et la vague impression de quelque chose de plus significatif, quelque chose ressenti plutôt que trouvé. Miss Marple, quant à elle, refusa toute interview. Un rédacteur, en chef d'un magazine londonien, lui proposa des mémoires en feuilleton. Elle déclina poliment. « Je laisse les histoires aux autres, dit-elle. Je préfère les fins. » Mais elle conservait un exemplaire du journal, une réplique offerte par la Société historique. Elle était posée sur sa cheminée à côté d'une photographie encadrée de la fête du village d'il y a 3 ans, alors que personne n'avait été assassiné et que tous les mystères étaient encore percés sous la surface. Un jour, en rentrant du bureau de poste, elle trouva un petit colis sur le pas de sa porte. À l'intérieur se trouvait une boussole, vieille, en laiton, magnifiquement, usée. Une carte l'accompagnait, sans signature. Juste 5 mots. On trouve toujours le vrai Nord. Miss Marple sourit et le plaça à côté du journal. Elle prépara une autre tasse de thé, ajouta une part de gâteau supplémentaire et s'assit dans son jardin, tandis que le soleil de l'après-midi glissait doucement sur les pavés. Tandis qu'elle regardait les abeilles se déplacer dans la lavande, ses pensées ne se tournaient pas vers le crime, ni vers l'arme, ni vers la blessure, mais vers les gens, M. Haycroft, qui étaient venus en quête de sens, pas seulement d'héritage. Mademoiselle Calder, qui avait presque été épuisée par l'amertume, mais qui avait trouvé un moyen d'avancer. Même M. Lestrange, qui, en fin de compte, n'était pas tant mauvais qu'affaibli par la cupidité et la déception. Chacun d'entre eux avait dessiné sa propre carte. Certains ont conduit à des impasses, d'autres à des vérités longtemps enfouies. Mais en fin de compte, c'est la nature humaine, et non l'encre sur un parchemin, qui a raconté la véritable histoire. Et cela, pensa Miss Marple en portant sa tasse de thé à ses lèvres, était le trésor le plus durable de tous.